Bonsoir à tous. Coup de projecteur cette semaine dans l'Église du Monde sur Chypre, une île située en Méditerranée, séparée en deux depuis 1974. Alors au sud, on a les régions libres du pays qui sont sous contrôle du gouvernement légitime. Elles sont majoritairement grecques, orthodoxes. Et puis le nord qui est autoproclamée République turque de Chypre du Nord, seulement reconnue par Ankara, majoritairement musulman. Alors depuis 18 mois, des négociations qui sont soutenues par l'ONU pour une réunification ont repris. Quel en est l'enjeu ? Comment vit-on de part et d'autre de ce que l'on appelle la ligne verte, ce rideau de fer de 180 km de long, coupant l'île en deux ? Comment les églises soutiennent le processus de paix? Quels sont aussi les défis, bien sûr, pour l'avenir de ce pays? Eh bien, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Charalambos Petinos. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes historien et écrivain chypriote. Vous vivez en France depuis une quarantaine d'années. Avant qu'on revienne sur le contexte historique qui touche votre pays, peut-être une première question, vous en tant que chypriote, et c'est aussi l'actualité qui touche Chypre. Est-ce que vous êtes favorable à une réunification ? Tout à fait favorable à une réunification. C'est un dommage qu'un petit pays, une petite île comme Chypre soit divisée en deux par la force. Et le peuple chypriote, qui est composé de plusieurs composantes, comme pratiquement tous les pays du monde, soit divisé et obligé de vivre en ségrégation ethnique. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui, tout à fait. Et pour comprendre ce que vit Chypre aujourd'hui, eh bien, on va revenir à l'année 1974. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, les explications en images avec cet extrait de documentaire. Après des siècles de domination ottomane, en 1960, l'île obtient enfin son indépendance. Monseigneur Makarios, primat de l'église orthodoxe de Chypre, devient le premier président élu du nouvel État. Rapidement, des tensions apparaissent entre les deux principales communautés, grecque orthodoxe et turque musulmane. Durant une dizaine d'années, des extrémistes de tous bords attisent les haines. En 1974, le conflit s'internationalise. La junte militaire au pouvoir en Grèce tente un coup d'État. Immédiatement, la Turquie intervient et envoie 40 000 soldats. En moins de 2 jours, le nord de l'île est repris. Le 16 août, l'ONU impose un cessez-le-feu qui aboutit à une partition. Le pays est alors divisé en deux. Alors on le voit bien, M. Petinos, que Chypre a toujours eu une histoire difficile finalement. Elle a été traversée par des crises, et donc la plus récente, la crise contemporaine depuis 1974. C'est une population qui a beaucoup souffert. Mais écoutez, la population chypriote a beaucoup souffert durant ces dernières années, principalement, comme le reportage le dit, depuis 1974. Mais permettez-moi de faire juste un petit retour historique avant de parler de 1974. Chypre, lorsqu'elle est devenue indépendante, il y avait dans la Constitution qui a été octroyée à l'île, sans que lui demande son avis, des germes. 1960, 1960, oui, tout à fait. Après une lutte de 5 années, une lutte armée de 5 années des Chypriotes grecs contre l'empire colonial britannique. Nous sommes arrivés donc à une indépendance que personne ne souhaitait vraiment. Mais cette indépendance-là, la constitution du nouvel État, comportait les germes de ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que, au niveau international d'abord, l'île était garantie, l'indépendance de l'île et la souveraineté de l'île étaient garanties par 3 États étrangers, la Grèce, la Turquie, avec les minorités grecques et turques, la minorité turque de Chypre et la majorité grecque, mais les 2 principales communautés, disons, plus la puissance coloniale d'avant, donc la Grande-Bretagne. Déjà, ça, c'est quelque chose qui va revenir un peu plus tard dans notre discussion. Et cette constitution comportait également des germes de division. Il y avait, je ne vais donner que 2 petits exemples. Le président de la République était toujours prévu d'être
un chypriote grec élu par la communauté chypriote grecque. Le vice-président, un chypriote turc élu par la communauté chypriote turque. Le Parlement était également divisé, c'était un régime monocaméral, le Chypre. Le Parlement était divisé également à hauteur de 70% pour les chypriotes grecs, 30% pour les chypriotes turcs, en deux parties. Mais pour qu'une décision soit prise au niveau de l'exécutif, il fallait l'accord du président et du vice-président. Chacun disposait de veto sur quelque décision importante que ce soit. Et au Parlement, pour qu'une loi passe, il fallait des majorités séparées dans les deux composantes du Parlement. Nous sommes arrivés en 1963 avec un blocage total parce qu'il y avait une décision sur les impôts, les taxes locales. Les 35 députés chypriotes grecs du Parlement chypriote, il était composé de 50 membres, ont voté pour ce texte-là. Les 8 chypriotes turcs, parmi les 15, ont voté contre et les 7 ont voté pour. Nous nous sommes retrouvés dans une situation, oserais-je le terme, ubuesque, où 42 députés sur 50 dans un parlement votent pour une loi. La loi n'est pas adoptée parce que les 8 chypriotes turcs faisaient office de blocage. Donc l'archevêque Makarios, qui était le président de la République de l'époque, a proposé le changement de 13 points de la Constitution pour la rendre fonctionnelle. Avant que les chypriotes turcs ne réagissent, la Turquie a dit non et elle a commencé à préparer le terrain pour envahir l'île, le bombardement et tout ça. C'est pour dire que tout ce que l'on subit actuellement vient des pays garants et des garanties qui étaient là pour, soi-disant, protéger la République de Chypre, mais qui ont fonctionné de manière totalement différente. En 1974, pour revenir vraiment à l'actualité du reportage, effectivement, il y a eu un coup d'État militaire fomenté par la junte militaire au pouvoir en Grèce à cette époque-là. Et la Turquie a pris cela comme prétexte pour envahir l'île. C'est-à-dire que la Turquie a invoqué en ce moment-là les accords de garantie. Après consultation avec les autres pays garants, elle pouvait agir seule. On va revenir sur la question de la réunification, qui est quand même au cœur de l'actualité. Et les églises, on va le voir, ils sont favorables, les églises qui sont présentes sur l'île. Et pour certains responsables chrétiens, eh bien, elle doit aboutir rapidement. C'est en tout cas l'avis de Monseigneur Vassilios. Alors pour quelles raisons? On écoute son point de vue recueilli par Gabriel Kéry. Il faut absolument avoir une solution pour l'unification de Chypre. Parce que le danger, c'est que la zone occupée soit turquifiée. Il y a maintenant une effervescence de construire des mosquées partout. Il y a des imams qui viennent de la Turquie pour instruire les Turcs chypriotes qui sont considérés comme laïcisés, sécularisés. Et donc, ils font tous les efforts pour créer une image turque de la zone occupée. Donc, si on n'acte pas rapidement, on va perdre cette partie de l'île. Est-ce qu'il y a une islamisation selon vous? Il y a une islamisation dans la partie occupée de Chypre. C'est l'évidence même parce que cette partie occupée de l'île vit à l'heure turque, si je puis dire. La Turquie a déjà amené, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, quelques 200 000 colons turcs à la place des Chypriotes grecs expulsés par la force en 1974. Et actuellement, entre parenthèses, actuellement, les colons turcs sont 2 fois plus nombreux que les Chypriotes turcs. Si on ne résout pas les problèmes chypriotes rapidement, les Chypriotes turcs risquent de disparaître. On n'aura plus en face d'interlocuteurs. Les Chypriotes grecs n'auront plus en face d'interlocuteurs. Mais l'islamisation, elle est flagrante dans la partie occupée de l'île, avec la construction de quelques 45 mosquées ces dernières années, d'un centre, d'une école coranique, d'un centre culturel musulman avec une mosquée au nord de Nicosie, c'est la plus grande de l'île.
Et tous les imams sont nommés par la Turquie. Et comme il y a une volonté d'islamisation ou de réislamisation de la société turque, cela déborde également sur Chypre. Tout ce qui se passe en Turquie déborde également sur Chypre. C'était le cas avec le coup d'État manqué du 15 juillet de cette année en Turquie. Il y a eu des officiers de l'armée d'occupation turque qui ont été arrêtés et transférés à Ankara, soit accusés d'avoir participé à ce coup d'État en tant que gulenistes ou voilà. L'islam, c'est un islam sunnite? C'est un islam sunnite très majoritairement. Vous savez, en Turquie, il y a les Alevis qui constituent une minorité importante, c'est une branche hétérodoxe de l'islam. À Chypre aussi, dans la partie occupée de Chypre aussi, il doit y en avoir, mais la majorité des Chypriotes turcs et évidemment des colons turcs qui vivent dans le nord de Chypre illégalement, sont sunnites. Mais les Chypriotes turcs, l'islam chypriote turc était très tolérant, très ouvert. C'est pour ça qu'il y a même, comme Monseigneur le disait tout à l'heure, il y a même des Chypriotes turcs qui protestent contre cette islamisation. Il y a des manifestations contre l'islamisation, il y a des manifestations contre l'enseignement obligatoire de l'islam dans les écoles, contre la construction des mosquées, contre vraiment cette emprise de l'islam sur le nord de l'île de Chypre. On en revient à ces négociations qui semblent se prolonger. Il y a eu des réunions à Genève en janvier. Tout à fait. Dites-nous, c'est quoi le but? C'est quoi l'enjeu en fait? L'enjeu, c'est la réunification de Chypre. D'accord. Les négociations pour la solution du problème chypriote sont menées depuis que le problème existe. Il y a eu plusieurs tours de négociations qui ont échoué et tout ça. Pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi c'est si compliqué? Ça n'aboutit pas parce que, si j'ose, l'autre partie ne rate jamais une occasion de rater une occasion de réunifier l'île. Bon. Vous dites que ça vient du nord, le blocage. Ça vient de la partie turque, alors pas vous de la venez du communauté. Sud, vous. Oui, tout à fait, je suis chypriote grec. Peut-être que ceux du nord diraient la même chose, est-ce que ça vient du Sud? Non, pas tout à fait. Non. Il y a une partie de la population chypriote turque qui veut vraiment la réunification. Maintenant, quand on discute de la réunification de Chypre, il y a plusieurs volets et plusieurs aspects à prendre en compte. Ce serait pour créer quoi? Qu'est-ce qui en sortirait? Ce serait pour créer une fédération bicommunautaire et bizonale. Oui, donc on reste quand même avec deux zones. Deux zones, mais où les droits de l'homme, les droits internationaux et les droits européens soient appliqués. Chypre est membre de l'Union européenne, Chypre dans son ensemble. Donc, on ne peut pas créer deux zones où le droit ne soit pas respecté, l'acquis communautaire ne puisse pas être appliqué dans une des régions chypriotes du futur. C'est-à-dire tous les droits de l'homme doivent être respectés. Installation, libre circulation, travail, tout ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est quoi les points de blocage aujourd'hui? Les points de blocage, pour cette réunification. Les points de blocage principaux sont la question de garantie et la présence de des armées étrangères à Chypre. D'accord. Il y a également la question des propriétés. Je vais évoquer que ce sont deux volets du problème chypriote parce que quand on parle des problèmes tels que les problèmes chypriotes, on parle de gouvernance également, des relations entre les États constituants ou les régions constituantes et l'État central et tout ça. Donc, sur les propriétés d'abord, si vous les souhaitez. Il y a des gens qui ont perdu leur Il y a des gens qui ont été chassés de chez eux et qui ont perdu l'usage de leurs propriétés. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'un tiers de la population chypriote grecque a été expulsée de ces terres et de ces maisons qui sont toujours situées au nord de l'île. Donc, les propriétaires de ces terrains demeurent toujours de jure les propriétaires de ces propriétés-là, de ces terrains-là, de ces maisons-là. C'est une des questions, c'est savoir comment est-ce qu'ils pourraient les récupérer. Voilà, qui parce perd à que quoi. Ces terrains et ces maisons ont été donnés illégalement à d'autres personnes, des Chypriotes turcs, amenés du sud vers le nord par la force en 1974, ou des colons turcs amenés par la Turquie. Donc, il y a eu plusieurs cas
a mené plusieurs requêtes introduites par les Chypriotes grecs expulsés du Nord à la Cour européenne des droits de l'homme contre la Turquie. Et la Turquie a toujours été condamnée pour ces agissements-là. Ce sera une question épineuse, compliquée. Voilà, c'est une question. Enfin, il y a une entente préalable déjà sur cette question-là pendant les négociations. Maintenant, c'est que les propriétaires d'origine, les propriétaires légitimes, ont des droits. Maintenant, il faut voir comment on définit ces droits-là et comment les gens récupèrent leurs propriétés, où il y a un échange de propriétés, où il y a une indemnisation. Il faut mettre des... Tout ça n'est pas encore, en tout cas, des négociations. Ça n'a pas été acté. Il y a eu des avancées, mais ça n'a pas été acté définitivement. Et l'autre volet, je dois l'évoquer quand même parce que c'est vraiment un des aspects les plus importants de Chypre, c'est les garanties, la question des garanties et de la présence des armées étrangères. Il y a eu, bien avant, enfin, depuis une vingtaine de mois déjà, il y a des négociations qui sont basées sur une déclaration commune souhaitant créer une fédération bicommunautaire et bizonale. Mais l'aspect des garanties et de la présence des armées étrangères sur le sol chypriote n'avait pas été évoqué jusqu'à là. C'est pour ça qu'on a parlé énormément des négociations de Genève, parce que pour la première fois, il y avait la question d'une garantie qui était posée avec la présence des 3 pays garants, dont la Turquie alors. Et c'est la première fois que la Turquie venait à une table de négociation avec les Chypriotes pour négocier éventuellement le changement ou la transformation ou l'abandon des garanties sur Chypre. D'accord, donc ça c'est quand même une avancée positive. C'est une avancée positive, mais si je tiens compte des déclarations du président turc lui-même, au lendemain de la réunion de Genève, c'est-à-dire le 13 janvier, au lendemain du 12 où il y avait cette réunion pluripartite, avec la présence de l'Union européenne quand même, via son président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Il a déclaré que, textuellement, les Chypriotes grecs et les Grecs ne doivent pas rêver que la Turquie abandonnera sa présence militaire à Chypre. La Turquie est à Chypre pour toujours. Bon, il faudrait voir après comment, de quelle manière. On va écouter à nouveau, Monseigneur Vassilios, vous parliez de cette question des propriétés, des personnes qui ont été chassées de part et d'autre et qui ont perdu la jouissance de leurs biens. On va à nouveau écouter Monseigneur Vassilios qui nous parle de la présence des chrétiens, parce qu'il y en a dans le Nord. Tout à fait. On va en parler après avec vous. Et il nous parle, lui, justement de la manière dont sa communauté chypriote grecque orthodoxe vit et les difficultés auxquelles elle fait face. On l'écoute. 2 tiers de mon diocèse sont dans la zone occupée. On a beaucoup d'églises dans le nord, mais malheureusement, des églises abandonnées, détruites, pillées. C'est un état abominable. Les réfugiés de ces communautés, de ces villages, de ces paroisses, qui ont une grande envie d'aller célébrer dans leurs églises. Mais tout ça, on le fait après avoir une autorisation par les autorités de l'autre côté. C'est-à-dire, on veut circuler, on veut visiter, mais pour utiliser les églises, il y a des conditions. Alors, on parlait effectivement de ceux qui ont perdu l'usage de leurs biens. Il y a aussi des biens qui ont été tout simplement détruits. C'est ce qu'on entend avec des églises. Tout à fait. Tout ce que Monseigneur dit, c'est la réalité. C'est une réalité. Quand les chrétiens, il y a eu des signes visibles d'atteinte aux chrétiens. Et Monseigneur n'a pas parlé exactement du chiffre, du nombre des églises détruites. Vous savez, il y a plus de 500 églises, soit détruites, soit détournées de leur usage premier. D'accord. Il y en a qui ont été transformées en mosquées, il y en a qui ont été transformées en hôtel, en restaurant, en étable, ou laissées à l'abandon.
au nord de l'île, au nord occupé. Oui, pas le sud, bien sûr. Donc, la politique là, l'objectif là, permettez-moi juste deux mots. Oui. Ça va être difficile. Tout à fait, ce sera très difficile, mais... Il va falloir reconstruire, il va falloir... Bon. Il y a quand même un espoir qui renaît quelque part ces dernières années. Hein. Parmi les habitants de l'île? Oui, par la société civile, beaucoup plus que par d'autres vecteurs, disons, de pouvoir. Il y a même un comité technique qui a été instauré pour la protection du patrimoine culturel dans les deux côtés de l'île. C'est un comité mixte, chypriote turc et chypriote grec, et ils œuvrent pour l'entretien des lieux saints et des monuments historiques de l'île dans les deux côtés. Il y a des initiatives à ce niveau-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 500 églises qui ont été détruites ou détournées, et qu'il y a tout ce qui rappelle en fait le christianisme et la grécité, tout ce qui rappelle l'identité de ces territoires-là, est en train d'être... Enfin, il a été laissé à l'abandon, ou il a été détruit volontairement pour le transformer et changer la mainmise ou la maîtrise du territoire. C'est-à-dire, on occupe un territoire, mais en même temps, on change tout ce qui rappelle son caractère pour... Monseigneur disait dans sa première intervention qu'il y a le risque de turquification de ces territoires-là. C'est ce que géographiquement, ils essaient de faire avec le changement des noms des lieux, le changement des noms des villes, la destruction de tout ce qui rappelle, comme je disais, le caractère culturel et religieux de cet endroit-là, pour les turquifier totalement. On vous sent quand même assez remonté contre la Turquie. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai aucune animosité contre mes compatriotes chypriotes turcs. Est-ce que c'est les Turcs, les compatriotes dont vous parlez, et les Grecs orthodoxes, tout ça, ça fonctionne comment? Ces populations, elles se côtoient comment ça se passe? Vous savez, quelle relation l'île de Chypre, oui, l'île de Chypre, c'est un petit département français. Alors imaginez, dans une majorité des villages... Vous en connaissez, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Vous avez des liens... Oui, des liens amicaux. Oui, donc, tout à fait. Avec des Turcs également, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Parce qu'on entendait aussi ce que disait Monseigneur Vassilios à l'instant, c'était qu'ils vivaient en fait comme des personnes enclavées. Il fallait des autorisations pour aller célébrer le culte. Là, alors, comment ça se passe? Monseigneur Vassilios, il a parlé des enclavés chypriotes grecs ou maronites qui sont au nord. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais bien avant, avant l'invasion et la ségrégation ethnique qu'il y a eu, le nettoyage ethnique qu'il y a eu à Chypre en 1974, les deux communautés vivaient en bonne entente. C'est-à-dire que... Mais aujourd'hui, alors, parce qu'il y a aussi des Turcs au sud? Il y a un peu de Chypriotes turcs qui sont revenus au sud. C'est moins d'un millier de personnes, quoi. Nous parlons de moins d'un millier de personnes. Sur une population globale de combien? Les Chypriotes turcs, ils sont 90 000 actuellement. Il y a à peu près 200 000 colons au nord. Et la population de régions libres du pays est à peu près à 860 000. Donc c'est une toute petite partie. C'est une toute petite partie. Les deux communautés ne se mélangent pas énormément au niveau des mariages et des choses comme ça, parce que les deux religions sont il n'y a pas tellement de mariage exclusives. Voilà. Néanmoins, la religion n'a jamais été une cause de dispute à Chypre. Jamais. Et s'il y a eu une différenciation de la population chypriote, c'est à cause des Britanniques. Lorsqu'ils sont arrivés à Chypre, ils ont recensé la population, au XIXe siècle on parle là, ils ont recensé la population suivant leur religion. Nous nous sommes retrouvés à cette époque-là, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Nous nous sommes retrouvés avec une communauté chypriote grecque orthodoxe uniquement et une communauté chypriote turque musulmane uniquement. Mais parmi la communauté chypriote turque, il y avait des Chypriotes turcs, donc des musulmans, mais uniquement grécophones. C'est des gens qui ont été convertis à l'islam durant l'Empire ottoman pour éviter de payer des taxes ou des choses comme ça. Mais
étant recensés chypriotes turcs par la suite, ils sont restés chypriotes turcs par la suite. Donc c'est de là que ça vient la division du peuple chypriote. Mais vous dites quand même qu'on peut, voilà, quand même. On peut vivre cohabiter, ensemble. vivre Je vais dire Voilà. que la plus grande réussite que Chypre et le monde peut connaître, c'est la réunification de Chypre. Parce que si on arrive à trouver une solution à Chypre, on arrive à une réunification réelle de l'île, ce ne sera pas seulement une victoire pour Chypre, ce sera une victoire pour l'Europe et une victoire pour le monde. Parce que pour la première fois, avec la situation actuelle dans l'ensemble du monde, ce qui se passe en Syrie, avec le printemps arabe et tout ça, un peu partout, on verra deux communautés, l'une musulmane, l'autre chrétienne, vivre ensemble en bonne entente. On voit tout cet Ce enjeu sera aussi. c'est l'enjeu vraiment, c'est un enjeu. Chypre est dépassé par cet enjeu-là. C'est un enjeu mondial. D'accord, c'est intéressant. On terminera là-dessus, malheureusement, parce que ça passe vite. Merci beaucoup, Monsieur Pétinos, de nous avoir rejoints pour cette émission. On comprend bien que c'est très complexe ce qui se passe à Chypre. Il nous faudrait plus de temps, mais on y reviendra. On va suivre l'actualité autour de ces négociations de réunification dans nos éditions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site, nos réseaux sociaux, et on se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous. Merci à vous.